à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live à l'occasion de la semaine de la QVT chez Event Concept avec aujourd'hui la présence de Kevin Micou. Bonsoir. Bonsoir Kevin, comment vas-tu? Bien, Ouais. on est bien, les gens ne voient pas à quel point on est bien là. Et, C'est un décor de folie. C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie d'être avec nous, c'est super sympa. Merci pour l'invite. Ça, je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble, ça va être cool. Hein. Oui. Pour resituer un petit peu, comme vous avez pu le constater depuis le début de la semaine, on organise des lives. Alors mardi, on était avec Céline de l'agence Diverty Events, donc à l'occasion de la semaine de la QVT, pour parler bien-être en entreprise. On a abordé les thèmes du Serious Play mardi. On a abordé hier le Qigong et le Douyin au niveau de la médecine chinoise, pour tout ce qui va être bien-être en entreprise. Et aujourd'hui, on est avec Kevin Micou, qui va se présenter dans quelques instants, pour parler de tout ce qui est cerveau, hein, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, ça m'intriguait énormément, donc je pense que je vais passer un bon moment aussi. Et il va un peu nous expliquer voilà, toutes les différentes facettes du cerveau, comment ça peut se passer, quelques techniques de mémorisation me semble-t-il également. Kevin, ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter. Qui es-tu? Alors je pense que pas mal de monde déjà te connaissent, mais bon. Non. Bah écoute, mon métier c'est mentaliste. Donc qu'est-ce qu'un mentaliste? Je te pose la question. Un mentaliste, c'est une personne qui arrive à lire dans la mémoire d'autrui. Mais c'est pas mal, Hein c'est pas mal. C'est ça peut Alors, ça alors c'est presque ça, mais t'en as oublié la nuance la plus importante, et c'est Ouais. pour ça que je t'ai volontairement tendu ce piège. Il n'y a pas vraiment de définition propre du mentalisme, donc chaque mentaliste a sa propre définition, et celle que moi j'ai sélectionnée, élaborée et modifiée, c'est la suivante. Le mentalisme est un divertissement qui repose sur les facultés du cerveau. Donc Ok. pourquoi je suis très attaché à cette définition? Parce qu'elle commence déjà par le mot le plus important qui est divertissement. Ouais. Donc un mentaliste, par définition, n'a aucune capacité spécifique. Alors je sais que tu es en train de t'inquiéter de me dire, mais alors qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, ça me Justement, fait flipper là. le but c'est justement d'utiliser le mentalisme qui est un divertissement pour parler de certains sujets. Donc moi dans mon cas précis, et c'est au-delà de la plaisanterie pour ça que tu m'as envoyé l'invitation, j'ai étudié la communication, notamment la programmation neurolinguistique, j'ai des certifications de technicien puis praticien en PNL, ça s'est passé dans ma carrière avant artiste. Ok. Et finalement, bien sûr, quand je suis devenu artiste dans le milieu des arts magiques, j'ai choisi cette spécialisation dans le mentalisme, puisque effectivement, dans le mentalisme, on produit un divertissement qui repose sur les thèmes du cerveau, de la mémoire, de la communication, du comportement, des neurosciences, etc. Donc j'ai pris cette voie-là. Donc pour résumer au mieux ma présentation, je suis quelqu'un qui a un bagage de diplômes et de savoir sur le domaine du cerveau, et je les mets en scène dans des conférences et des spectacles, qui sont des spectacles de mentalisme. D'accord, donc clairement, tu ne vas pas chercher dans ma mémoire? Ou quand Alors, même il y a un lien. Alors, il y a un lien, alors je vais te donner un secret. Un secret bien gardé, c'est la recette d'un tour de mentalisme. Donc, ouais. un tour de mentalisme, c'est quoi? D'un côté, c'est de la psychologie. Ok. Ça va être de pouvoir t'influencer à faire des choses, ou ça peut être de te laisser faire des choses, et une fois que tu as fait ce choix, de pouvoir un petit peu déterminer ce que tu as pu faire comme choix, interpréter ton comportement et donc savoir. Donc effectivement, il y a une partie de psychologie. Et de l'autre côté, il y a une partie d'astuce. Dans l'astuce, tu peux mettre tout ce qui peut m'aider à arriver à mes fins, mais qui n'a aucun lien avec la psychologie. Et c'est ce mélange des deux. Si jamais je te fais un tour qui est purement psychologique, qui ne repose que sur le comportement, bah effectivement, ça va être sympa, mais ça risque d'être long. Donc ça va perdre en divertissement. Si je te fais penser à un mot et que je mets 25 minutes à le deviner, tu vas me dire c'est impressionnant, mais c'est chiant. Ouais. Inversement, si ça repose que sur une astuce, bah, ça risque d'être facile à démonter. Tu vas te dire, tiens, je pense qu'il a fait comme ça. Et ça, finalement, ça reste qu'un tour de magie. Ce qui doit se faire quand même régulièrement par tes spectateurs. Ce qui se fait aussi, ouais, ce qui se fait aussi, mais en tout cas, le bon équilibre, c'est de jongler entre les deux, c'est d'être en équilibre sur ce fil où on pioche dans la psychologie, on pioche dans ses astuces, et c'est ce qui fait que les tours sont, sans prétention aucune, impressionnants. C'est que un psychologue ne sait pas comment ça marche, un magicien ne sait pas comment ça marche, et le fait de jongler entre les deux, ça crée un contenu qui n'a pas de secret à déceler, qui apporte une plus-value importante. Donc, effectivement, et c'est un secret qui est gardé par certains, mais moi j'ai pas de problème avec ça, je vous le dis, un mentaliste, bien entendu, ne repose pas à 100% sur vos capacités, sur ses capacités en tout cas psychologiques. Il n'y a pas de don. Il n'y a aucun don à avoir, c'est que du travail, de la répétition, comme dans tous les métiers de tous les entrepreneurs qui nous regardent, tous les jeunes entrepreneurs qu'on se permet de contacter aujourd'hui. Voilà, comme ça je l'aurais placé. C'est du Private Jack, pour Voilà. ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, vous avez compris. JP si tu nous entends. Et donc voilà, donc non, effectivement, il n'y a pas de don, il n'y a aucun don là-dedans, si ce n'est du travail, de la répétition, etc., etc. Ok.
Tu nous as parlé de ton parcours, alors tu nous as parlé que tu étais praticien PNL. Oui. Donc tu avais cette casquette de mentaliste et ensuite tu as accentué, on va dire, tes connaissances, ou ça s'est fait en même temps? Comment ça s'est passé? C'est un peu l'inverse même. C'est Ouais, un peu d'accord. l'inverse dans le sens où j'ai étudié, alors de par mes études, depuis je crois que c'est au bac que j'ai commencé à me spécialiser dans la communication et le marketing. Ouais, un bac STG marketing. Ensuite, le BTS, l'école supérieure de commerce, etc., où j'ai eu cette spécialisation en communication. Et derrière, à la fin de mes études, c'est là où j'ai quasiment commencé un petit peu la magie. J'avais 19 ans quand j'ai commencé un petit peu l'art du spectacle, enfin quand je me suis vraiment mis dedans en tout cas. Donc j'avais déjà cette volonté d'apprendre sur le cerveau, de connaître la communication, de devenir soit commercial, responsable commercial, directeur commercial, chef de pub. Enfin, c'était vraiment les jobs que j'aimerais faire. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de la magie et que j'ai découvert le mentalisme, je me suis dit super, le mentalisme, ça repose sur tout ce que j'aime. Ça repose sur la mémoire, sur le cerveau, sur la communication, ce qui fait que forcément, ça va plus me plaire de le faire et forcément, je vais être meilleur là-dedans. Quand on fait quelque chose qu'on aime, je vais l'apprendre à personne, mais quand on fait quelque chose qu'on aime, on est forcément meilleur que quelqu'un qui le fait par défaut. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette spécialisation, c'est de me dire super, je peux prendre mon bagage scolaire et mon expérience professionnelle pour en faire des tours. Et c'est pour ça que mes tours de mentalisme sont très orientés sur des choses qui sont tacites. J'adore faire des numéros sur la mémoire, j'adore faire des numéros sur le comportement, et donc ça porte à ça. Donc ça s'est fait un petit peu dans l'autre sens. Et finalement, j'ai terminé mon cursus en PNL récemment, puisque mon titre de praticien, je l'ai obtenu en janvier 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, ensuite, ça s'est fait par les deux. D'accord. Et donc, tu m'as dit que 2007? 2017, 2017, le niveau pardon. praticien, donc ça Niveau a 3 ans. praticien, ok. Du coup, comment tu relis en fait toute cette notion de programmation neuronale? Parce que PNL, programmation neurolinguistique, Oui, si déjà, j'ai vu. parlons-en. Parlons-en, effectivement, mais comment tu relis tout ça alors, quels sont les bienfaits en fait de toutes ces techniques? Explique-nous clairement la PNL. Alors, clairement, donne-nous une petite idée de ce que ça représente réellement. Alors la PNL, tu viens de le préciser, ça définit la programmation neurolinguistique. On vit une triste époque dans laquelle quand tu tapes PNL sur Google, tu tombes sur un groupe de rap avant de tomber sur cette science qui nous aide à mieux vivre et à mieux apprivoiser notre savoir, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes surtout, etc. Donc la programmation neurolinguistique, c'est une science qui vise à quantifier et à regrouper les bons fonctionnements de notre communication. Souvent, les gens qui savent vaguement ce que c'est que la PNL, ils imaginent que c'est une discipline à part, que c'est une méthode à part, que quelqu'un a créé la PNL pour dire non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, là vous allez devenir meilleur. Et bien c'est un non-sens total. Au contraire, la PNL, elle a été imaginée par deux personnes, un psychologue et un linguiste, qui se sont dit, en fait, sur notre passif, sur ce qu'on fait déjà, sur ce qu'on fait depuis la nuit des temps, il y a déjà des comportements d'excellence, il y a déjà des choses qu'on fait très bien et qu'on a toujours fait très bien, qui fonctionnent et qui fonctionneront probablement toujours. Donc, à défaut d'aller créer des nouvelles méthodes, d'aller dire je pense que pour faire ci, il faut faire ça. Non, on a toujours fait ça. Donc, on va revenir modéliser, c'est exactement le terme, c'est une modélisation, la PNL, les comportements qui ont toujours marché. On va les codifier, on va en faire entre guillemets des chapitres, on va leur donner un ordre, on va leur donner des noms pour qu'on apprivoise ce qu'on a toujours fait de mieux. Donc en fait, la programmation neurolinguistique, c'est ni plus ni moins que d'aller piocher dans ce qu'on fait déjà de bien et de l'utiliser mieux, de mieux le connaître et donc de mieux l'utiliser. C'est au niveau du comportement uniquement, ou alors il y a aussi d'autres aspects? Il y a le langage, il y a le comportement, mais effectivement, l'objectif premier de la PNL, il est de mieux communiquer. Souvent, quand on parle PNL, les gens tout de suite, ils font le raccourci avec la détection de mensonges. Il y en a même qui pensent que la PNL, c'est le fait de déterminer les mouvements des yeux. Exactement. C'est un peu les idées reçues qu'on a finalement. C'est les premières idées reçues qu'on me donne. Alors effectivement, ça en fait partie, mais c'est dans un petit chapitre de la PNL qui est lui-même dans un grand module, qui lui-même est dans une sous-partie. Donc c'est une toute petite sous-partie. C'est une partie qui est très intéressante, déjà parce que c'est fantasmatique de pouvoir lire dans les pensées des gens, voilà. En plus, il y a la série Le Mentaliste, je crois qu'il y a Light to Me, il y a plusieurs films et séries d'ailleurs qui traitent de ça. Donc forcément, le fantasme fait que le grand public s'intéresse d'abord à ça. Ça, effectivement, c'est une petite spécialisation de la PNL, mais ce n'est pas le résumé. Et je prendrais même le contre-pied, c'est de dire que généralement, quand les gens pensent PNL, ils imaginent que ça sert à mieux, entre guillemets, à manipuler l'autre. En revanche, quand tu as le recul d'avoir vraiment étudié la PNL, tu te rends compte que le premier rapport par rapport avec un R, rapport avec un A, que ça te donne, c'est déjà d'être mieux avec toi-même, de mieux t'exprimer. Avant, en fait, d'avoir la prétention d'aller mieux interpréter la réponse de ton interlocuteur, il faut déjà que tu aies la prétention de bien t'être exprimé. Ouais. Et ça change tout. Tu sais, il y a un schéma que j'adore faire, que je fais dans mes conférences, dans mes formations, etc. C'est finalement à quoi sert la PNL, parce que entre ce que je pense
entre ce que je dis et entre ce que l'autre comprend, généralement on se comprend, les êtres humains, on a des codes de langage qui sont quasiment égaux. Et en fait, il y a cette étape, on se rend compte qu'entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, entre ce que je m'apprête à dire, entre ce que l'autre s'apprête à entendre, ça tu sais, on a tous des exemples où on a des gens en face de nous qui sont bloqués par ça, entre ce que l'autre entend et ce que l'autre comprend et interprète, il y a autant de barrages qui font que finalement, la déperdition entre ce que j'ai envie de te dire et ce que tu vas comprendre, elle est énorme. Donc déjà, c'est tout bête, mais ça fait partie par apprendre à communiquer. Tu sais qu'il y a une statistique malheureuse qui montre globalement, on utilise une plus grosse partie on exploite mieux, on sait mieux se servir de nos iPhones que de notre cerveau. C'est quand même malheureux. Alors ça se justifie par plein de choses, je ne vais pas t'en faire la liste, mais ça se justifie par plein de choses. On a été conditionné en même temps. On a été conditionné, le modèle scolaire n'est pas idéal là-dessus, mais ça c'est un autre débat dans lequel je rentrerai avec plaisir en privé. Mais en tout cas, on apprend à mieux se servir de notre cerveau, on apprend à mieux communiquer, et forcément ça s'ouvre à tout. Tu pourrais te demander à quoi sert la PNL. En fait, elle sert à tout ton rapport à toi-même et à tout ton rapport aux autres. Donc elle englobe 100% de tes interactions humaines. J'ai un vague souvenir des études passées. Le non-verbal, c'est un peu un rapport avec... Complètement. Quand tu étudies la PNL, tu te rends compte qu'en fait, on a 3 moyens de communiquer. On a effectivement le verbal, c'est celui qu'on utilise, qu'on a l'impression d'utiliser le plus souvent, c'est le sens des mots. Vraiment, la communication verbale, c'est le sens des mots. Donc ça pourrait être un écrit, c'est vraiment juste quelque chose qui est un assemblage de mots. Ensuite, tu as effectivement le non-verbal dont tu viens de parler. Le non-verbal, c'est tout ce qui constitue les gestes. J'en fais énormément, donc j'en suis un bon exemple. C'est les gestes que tu vas apporter à tes mots. Et ensuite, il y en a un entre les deux. Attention, interrogation surprise. Waouh. On a le verbal qui est le sens des mots, on a le non-verbal, j'ai failli vendre la mèche, qui est les gestes. Et entre les deux, on a le paraverbal, qu'on appelle aussi l'infraverbal. Là, c'est le ton que tu vas apporter au mot. Donc, je te refais un exemple tout bête. Le verbal, oui, non, c'est catégorique. Le paraverbal ou l'infraverbal, c'est si par exemple je te dis oui, pas besoin d'avoir un master en psychologie pour comprendre que c'est pas bien sincère, le ton que j'ai mis le comprend. Et ensuite, pour le non-verbal, c'est comme si tu me posais une question et je te répondais oui. Voilà, mon non-verbal, je caricature bien sûr. Ouais, bien sûr. Petite parenthèse, c'est très dur de dire oui en disant non avec la tête. Vas-y, essaye. Merci, c'était Johan Para pour Even Concept. Et on se rend compte donc que tu as ces 3 niveaux de langage. Et ce qui est vraiment, et c'est un des leviers, c'est un des trucs qui font intéresser les gens à la PNL, c'est la répartition. Je te pose la question, même si je sais qu'il est un peu calé sur le sujet. Il fait l'intervieweur anonyme. Mais, j'aime bien. Calé, non, j'aime bien. Si, il aime bien. Si vous saviez les heures qu'on a passées au téléphone juste pour parler de cet échange. Je suis un peu curieux, c'est vrai. Il est curieux. Est-ce que tu penses, entre le verbal, donc les mots, entre l'infraverbal qui est le ton que tu donnes les mots et le non-verbal qui sont les gestes, si on avait étudié, et c'est le cas, la répartition de la compréhension du message. Je m'explique. À quoi s'attache le plus l'être humain pour comprendre un message entre le non-verbal, l'infraverbal et le verbal? Est-ce que tu me dirais qu'il y a 90% pour le verbal? Est-ce que tu me dirais qu'il y a 30-30-30? Comment tu ferais cette répartition? Alors, il y a un petit test que j'ai eu fait en famille à une époque où on arrivait et quand on se disait bonjour, la personne en face on disait au revoir en disant bonjour. Et en fait, c'était vachement perturbant parce que c'était inconcevable en fait. Et clairement, je pense que du coup, le non-verbal est beaucoup plus important dans la représentation que le verbal. Alors beaucoup, j'aurais dit un 65-35. Donc tu penses qu'il y a 65% pour le non-verbal? Allez, 60-40. 60% pour le non-verbal et le paraverbal et 40% pour le verbal. Ouais. Alors, moi j'ai des stats précises puisque dans la conférence que je donne, je te la fais rapide, les participants, l'auditoire participe avec leur smartphone. Ils ont des questionnaires et pendant toute la conf c'est interactif. Donc je questionne chacun de mes auditoires pour avoir en direct, je reçois les stats, le niveau de connaissance qu'ils ont sur les sujets que j'aborde dans ma conf. Et je pose exactement cette question dans le questionnaire où je leur demande à votre avis le verbal, c'est-à-dire l'utilisation des mots dans une phrase, est-ce qu'elle importe sur 90% de la compréhension, est-ce qu'elle importe sur 50% ou est-ce qu'elle importe sur 10%? Il y a une très grosse majorité, pourtant j'interviens majoritairement en entreprise et un petit peu en tout public, il y a une énorme majorité qui dit effectivement que ça compte pour 90%. C'est l'idée reçue qu'on a. Après tout, on choisit les mots, c'est quand même les mots qui disent ce qu'on a envie de penser, donc c'est censé être
Et ben c'est absolument pas ça. La répartition précise, elle est de 55% pour le non-verbal, de 38% pour le paraverbal et de 7% pour le verbal. Ce qui veut dire que dans l'étude qui a été faite, 93% de la compréhension de ton message passe par la façon dont tu le dis et les gestes que tu fais. Donc, généralement, quand on prépare un discours, un échange, un entretien, on passe une majorité de temps à choisir nos mots, à écrire, à prendre le bon mot. En réalité, on devrait passer 93% de notre temps à travailler la gestuelle, à travailler la façon de dire les choses, parce que c'est comme ça qu'on convainc les gens. Je te donne un exemple vraiment caricatural tout à l'heure quand je te disais oui. C'est caricatural, mais effectivement, si je te le fais. C'est super dur. Essayez chez vous, je vous promets, c'est super dur. Quoi. Et au-delà d'être super dur, si effectivement le non-verbal ne suit pas, bah forcément la personne va bien comprendre que c'est pas vraiment censé. Donc voilà un petit peu effectivement verbal, non-verbal, paraverbal. C'est un gros chapitre de la PNL puisque c'est dans le chapitre de la communication interpersonnelle bilatérale, ce qui signifie ce qu'on est en train de faire en fait, de parler tous les deux, même si on s'adresse à plein de gens. Et effectivement, on parle de ça et on revoit tout l'intérêt de revoir son modèle qu'on croit connaître. Finalement, on communique tous les jours, tout le monde communique, tout le monde se fait plus ou moins comprendre, donc personne ne se remet en question. Et pourtant, c'est un domaine très vaste. Parfait. Alors là, on vient d'aborder la PNL. Oui. Si on a abordé la PNL, c'est tout simplement aussi parce que on va parler aussi de ta conférence qui en l'occurrence, aborde ce thème-là, parmi d'autres, dont on va parler par la suite. Mais voilà, aujourd'hui, tu as créé une conférence qui permet en entreprise de mieux communiquer. Oui. Qui va permettre. Quels sont les autres. Alors, la conférence, elle est faite en 3 parties. Il y a 3 thèmes dedans. Effectivement, la PNL, c'est le sujet pilier un petit peu de cette conférence. Il va servir à mieux communiquer, il va servir à mieux être compris. Alors, ça paraît assez bateau comme sujet, mais finalement, c'est tellement large et c'est tellement utile, c'est-à-dire que c'est tellement opérationnel dans le sens où tu sors de la conférence, tu repars avec des outils très simples à comprendre et qui te permettent déjà de mieux être compris et ensuite de mieux comprendre les choses. Donc effectivement, ça peut servir à mieux à être plus persuasif, ça peut aider à être plus rassurant, ça peut aider à être plus menaçant, ça peut aider à faire plein de choses, on en fait à peu près ce qu'on veut, mais en tout cas ça donne des outils très 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 précis. Gagner aussi peut-être confiance en soi. Énormément, parce que globalement, la plupart des gens qui manquent de confiance en eux, ça passe aussi par la difficulté de s'exprimer. Ça peut être de parler à public, ça peut être de parler encore une fois à quelqu'un, de parler à quelqu'un en précis, qui n'arrivent pas à s'adresser à leur patron, à leurs collègues de boulot, à d'autres sphères plus personnelles. Et donc, ça peut aider. Après, l'idée de ma conf, ça va t'étonner le positionnement que j'ai pris, mais je l'assume et je le revendique, c'est que je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de convaincre les gens de venir voir ma conf en disant que j'ai découvert l'eau tiède et que ça va révolutionner le monde. Au contraire, je vous le dis, il y a des scientifiques qui sont payés pour faire il y a des scientifiques qui font très bien leur job, qui font des recherches et qui trouvent des choses. Il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a même plus de débat scientifique, les choses sont prouvées. Donc moi, je prends ces choses qui sont malheureusement pas accessibles au grand public. Pourquoi ? Parce que personne n'achète des bouquins de science, parce que personne, même s'il l'achète, ne comprend le niveau de langage d'un scientifique. Et surtout, personne n'a l'idée de faire cette démarche. Donc moi, c'est de dire, je prends des choses qui sont prouvées, j'ai rien inventé, et je vous les démontre de manière sympa. Donc je viens vous donner une information, je viens vous livrer des choses qui ont été confirmées, et je viens vous l'apprendre. L'idée de lier le mentalisme et la PNL, c'est que quand tu étudies le cerveau de manière générale, quand tu étudies les neurosciences appliquées, enfin le fonctionnement du cerveau, même à très bas niveau, sans parler d'aller faire des études là-dedans, tu te rends compte qu'il y a un truc simple, éprouvé, qui a été démontré par plusieurs neuroscientifiques, c'est que aujourd'hui on est sûr de quelque chose, c'est qu'on connaît le meilleur canal d'apprentissage pour le cerveau. Donc je te pose la question de manière ouverte, selon toi et selon vous derrière votre écran, quel est le meilleur moyen d'apprendre pour le cerveau? Quel est le meilleur moyen de nourrir ton cerveau? Moi je vais tricher un peu parce qu'on l'a vu il y a 2 jours avec Céline de Diverty Events. Elle m'a flingué mon internet. Non, mais clairement c'est pas le divertissement. On est d'accord, donc le jeu, le divertissement. Voilà. Donc juste avant de continuer, est-ce que tu pourrais faire un petit retour en arrière sur les neurosciences appliquées? Alors, la définition très brève, mais... Les neurosciences appliquées, c'est l'utilisation opérationnelle de notre cerveau. Forcément, quand tu étudies le cerveau à notre échelle, j'entends à l'échelle de monsieur tout le monde, on n'est pas des scientifiques, il faut quand même se le rappeler, ce qui nous intéresse dans le cerveau, c'est ce qui nous sert dans la vie de tous les jours. Si je t'explique, et en plus j'aime pas la compétence de le faire, mais si je t'explique comment les synapses fonctionnent entre elles au niveau chimique, tu vas me dire c'est super, mais j'ai rien à donner de l'intérêt. Et donc, je vais plutôt te parler de choses opérationnelles, comment ton cerveau capture l'information, comment il faut travailler ta mémoire pour qu'elle retienne cette information, etc. Donc c'est un peu le but.
Et donc ces neurosciences-là, elles nous montrent de manière sûre, et tant mieux si ça a été confirmé par quelqu'un d'autre avant moi, le meilleur moyen d'apprendre c'est le jeu. Donc moi je prends des sujets qui sont très chiants, la neuroscience, la PNL, franchement c'est du contenu qui est très lourd, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de choses. Je parle aussi de mémoire, et j'en fais des expériences qui sont ludiques, des expériences de mentalisme, où pendant la conf, je choisis des gens dans le public, les gens viennent sur scène et je démontre ce que je viens de faire. Donc du coup, on joue sur un thème qui est sérieux, donc ça rend les choses accessibles, ça rend les choses compréhensibles, et surtout ça en facilite la compréhension. Donc si je devais résumer pourquoi Kevin Nicou, mentaliste, fait des conférences sur la PNL, c'est que j'ai un savoir que j'ai étudié sur le scolaire et sur mon parcours de formation privée, sur ce domaine-là, et je trouve que le mentalisme est pour moi, et ça n'engage que moi, le meilleur moyen d'aller véhiculer ça. Céline te disait que c'était par le jeu, j'en suis convaincu aussi, moi c'est par le mentalisme, parce que c'est interactif, parce que c'est surprenant, parce que les gens s'en rappellent. Je te ferai tout à l'heure une petite démo qui regroupe un petit peu le domaine de la mémoire, des croyances limitantes, donc des neurosciences et de la PNL. Et tu vas voir que c'est un jeu, tu y participes, tu t'en rappelles, c'est plus digeste, donc c'est plus simple à comprendre. Et donc c'est exactement ça, pour moi, l'utilité de faire venir un mentaliste dans une conférence PNL, et ben un coach classique, ou un formateur, ou en pire, un professeur des écoles. Bien sûr. Du coup, clairement, tu es sur des neurosciences appliquées, tu vas être sur de la PNL. On est sur une conférence quand même qui est pas une vraie conférence, on est d'accord. C'est une conférence. L'interactivité, ouais, complètement. On n'est pas assis sur son siège à écouter quelqu'un qui parle, mais vraiment l'acteur de la conf, quoi. Complètement, c'est complètement le but. Et pour te dire, ça me rend pas service, et la logique aurait voulu que ces temps-ci, je rende ma conférence dans une boîte derrière un écran, etc. C'est impossible, c'est-à-dire que si je fais ça, je perds l'identité et surtout l'avantage premier de ma conférence, c'est qu'elle est interactive, c'est qu'elle est participative et qu'elle est divertissante. Si tu m'avais demandé là aujourd'hui de faire ma conf derrière l'écran, d'ailleurs c'est la première chose que je te dis, je te préviens, je ne peux pas faire ma conf derrière un écran parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, certains appellent ça des conférences spectacles. Je suis pas bien d'accord avec ça parce qu'effectivement je pioche dans des numéros de spectacle mais qui eux ont un sens avec le thème à aborder, donc c'est effectivement une conférence interactive. Et effectivement le mentalisme que je mets en avant, c'est le mentalisme de mon spectacle. Souvent les gens me comparent à Patrick Jane qui est le héros de la série The Mentalist. Donc lui, pour rappel, le pitch de l'émission, je crois pas que ce soit un policier, mais c'est un mec qui bosse avec la police pour élucider des mystères. Donc lui, il a une vraie utilité policière. Ouais. Moi, mon personnage de mentaliste pendant la conf, c'est de donner des exemples, plus concrets de ce que j'annonce. En gros, j'ai concocté une phrase qui est quelque part sur le site de ma conf qui dit que en gros, c'est le contenu et le savoir du praticien qui est mis en avant par les numéros de l'artiste. Et c'est ça la logique de ma conf. D'accord. Et donc du coup, tu nous as parlé de mémoire aussi. Je vous ai parlé de mémoire parce que c'est un sujet qui me passionne. On en a déjà parlé il y a quelques années de ça. C'est vrai ? Ouais, tous les deux. Et je t'avais donné, on va voir si tu t'en rappelles, je vais te faire une petite interrogation surprise. La mémoire, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'elle concerne forcément tout le monde. On a tous une mémoire et on en a tous besoin. Ça peut passer par plein de choses, mais je ne vois pas qui pourrait te dire non, moi la mémoire ça ne m'intéresse pas, je m'en sers pas. Tout le monde dans la vie quotidienne. Et en plus ça va, moins on s'en sert parce que tout est automatique, tout est. Ouais. Est-ce que justement ça se travaille ? Ça se travaille. Ça se travaille énormément. Plus on la travaille, plus elle devient performante. Mais la bonne nouvelle, c'est que Karine vient de faire tomber, parce qu'il y a Karine qui est cachée là, pour ceux qui ne savent pas, elle est là cachée derrière, et elle vient de faire tomber la boîte de la GoPro qui nous filme. Voilà. Si, c'est vrai. Bon, il y en a qui travaillent, madame. S'il vous plaît, merci. Donc effectivement, il y a des méthodes pour ça. En fait, le débat de base des mémoires, d'ailleurs, parce que la mémoire, c'est un non-sens total, et au début de ma conf, je fais volontairement cette erreur. Sur l'écran, c'est marqué la mémoire avec un S à mémoire. Donc j'attends qu'on me fasse la remarque et je rebondis dessus en disant qu'effectivement, en fait, on a 3 mémoires. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais on a plusieurs mémoires. Et en fonction de celle qu'on a envie d'utiliser, de celle dont on a besoin, on la manie différemment. Et celle qui va nous intéresser, c'est quand même la mémoire à long terme. C'est celle qui stocke les informations de manière quasi définitive. Ouais. Et celle-là, elle n'est pas aussi intuitive à travailler que d'autres mémoires qu'on travaille par défaut. Et du coup, il faut la sculpter de manière précise pour pouvoir retenir des informations. Ça, c'est un travail que tu fais toi au quotidien ? C'est un travail que je fais au quotidien, je me lance des petits défis. Par exemple, c'est tout bête, mais il y a 2 ans, j'ai pris comme défi personnel de ne plus noter les numéros de téléphone qu'on me donne. Je m'explique, parce que souvent les gens comprennent mal. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de répertoire dans mon téléphone, ça veut dire que quand on me donne un numéro à la volée, je me mets le défi de le retenir. Je te donne un exemple tout bête. Souvent, tu appelles un client, oui, bonjour, je voudrais avoir le service Intel. Il faut le contacter à tel numéro. Donc, je fais l'effort de retenir ce numéro.
je raccroche et je le refais de mémoire. Sans redemander à la personne 14 fois comme je peux le faire. Alors, je préfère que tu redemandes 14 fois, mais surtout, le plus important, c'est de ne pas prendre de notes. Ça te fait un petit exercice avec un petit défi, parce qu'en soi, bon, c'est pas non plus risqué dans le sens où si jamais j'appelle et que c'est pas le bon, bah, je vais rappeler la dame et passer pour un débile, en disant excusez-moi, en fait, je vous ai menti, je l'ai pas noté, je me suis lancé un défi de mémoire. Mais quand même, il y a le petit enjeu qui fait que tu as envie de le retenir correctement et donc ça permet de le faire. Alors moi, j'ai des méthodes qui ne sont pas de moi d'ailleurs. J'ai appris des méthodes qui me permettent de retenir plus facilement des numéros de téléphone. Je les utilise, dans la plupart des cas, ça me facilite le boulot et donc ça m'entraîne. Donc voilà un des tout petits exemples. J'adore retenir aussi des plaques d'immatriculation. J'ai pas mal de plaques en tête. Historiquement, j'ai des plaques de toutes mes... Ouais, mais pourquoi ? Parce que je conduis beaucoup et que quand on conduit, on s'embête et que du coup, je bosse ma mémoire avec les bagnoles que je croise sur la route. Ouais, j'ai une vie de merde. Et donc, voilà, donc alors, pareil, c'est un sujet à la base qui est hyper chiant, hein, la mémoire, pardon, mais si je devais te faire un cours magistral, un cours universitaire sur la mémoire, bah, tu me donnerais un paperboard et un stylo, et je te ferais un schéma de la mémoire, des 3 mémoires, etc., blabla. Et ça serait vraiment, vraiment ennuyeux. Moi, j'ai décidé de faire une démonstration de mémoire en mentalisme, de faire un numéro qui repose là-dessus, ensuite de mettre les gens au défi de retenir. Par exemple, je leur dis qui ici est capable de retenir les 10 premières décimales de pi. C'est pi 3,14, pour la petite histoire, c'est un nombre infini, donc il y a une infinité de chiffres après la virgule. Et donc je demande qui dans l'auditoire peut me citer les 10 décimales de pi. Donc 3,14, là-dessus j'ai tout le monde. Généralement il y en a 2 ou 3 qui me donnent les 2 virgules suivantes. Et souvent ça arrive qu'il y ait un gars qui me pète la conf en disant oui, moi je sais, je vous les donne. Bon super, il les donne. En tout cas ça reste une minorité. Donc là effectivement il n'y a pas vraiment d'intérêt à les connaître. Et je te confirme qu'il n'y a pas d'intérêt, je m'en suis jamais servi. Si d'ailleurs vous êtes servi un jour de pi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'avais calculé des... Ah ben voilà, on a notre pouce bleu. Il est là, le pouce bleu. Et ben écoute, pi, dans la vie de tous les jours, globalement, on s'accorde à dire que ça ne sert pas à grand chose. Mais je leur tends cette perche-là en disant qui connaît, personne. Et ben dans une minute, messieurs, dames, chacun d'entre vous connaîtra les 10 premières décimales de pi. Et donc j'utilise une technique qui est de Maurice de Serres. Je te la fais, je n'ai pas prévu que je te la fasse tout de suite, mais je te la fais. Donc si je te donne les 10 décimales de pi, tu serais incapable de les retenir. En revanche, si je te donne une phrase qui est la suivante, que j'aime apprendre à faire, apprendre ce nombre utile aux sages. Là, tu es capable. Que j'aime apprendre ce nombre utile. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Vas-y, répète. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Donc tu l'as retenu en quoi? En demi-seconde. On est d'accord. Et bien il se trouve qu'en retenant ça, tu retiens les 10 premières décimales de pi. Que j'aime à faire, apprendre, etc. Je vais le faire là-dessus. Ouais. Que, combien de lettres? 3. Tu dois venir ou pas? Yes. Le J, une lettre. M, 4. A, 1. Faire, l'anglais faire. 5. Donc tu vois, déjà, tu as tes 5 premières décimales. Et si effectivement tu fais tout ça... Tu montres un petit peu avec la caméra. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Donc, on a écrit le début du poème, je ne l'ai pas écrit en entier, que j'aime apprendre ce nombre. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Et en fait, si tu remplaces les lettres par un chiffre, tu as les 10 premières décimales de pi. Donc, c'est pour expliquer très exactement aux gens qu'avec une technique de mémorisation qui est simple, qui s'apprend en une demi-seconde, tu peux déjà apprendre une quantité d'informations importante. Et là où ça a un lien intéressant avec la PNL, avec la neuroscience, c'est que dans l'intro de ma conférence où je parle de neurosciences, je parle d'un phénomène que tout le monde connaît bien, qui est la croyance limitante. On parle aussi d'impuissance apprise ou d'ancrage quand on l'étudie dans d'autres domaines comme l'hypnose ou les neurosciences, mais en PNL on parle de croyance limitante. Et en fait, ça appuie un petit peu mes propos, puisque quand je t'ai dit tout à l'heure, ou quand je dis à mon auditoire que dans 10 secondes, tout le monde serait capable de connaître les 10 premières décimales de pi, on a forcément une partie qui se dit, moi non, parce que j'ai pas de mémoire, parce que j'aime pas les chiffres, parce que j'aime pas les maths, etc. Donc ça les met déjà dans une position de croyance limitante. Ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Je leur donne une méthode qui est simple, qui est divertissante, parce que ça, au lieu de te l'expliquer avec mon ardoise, je te l'aurais fait sous forme de numéro, donc ça aurait été sympa. Et derrière, grâce à cette méthode et grâce au fait que je te l'ai présenté de manière ludique, tu as vraiment appris les 10 premières décimales de pi. Alors dans l'exemple concret, ça ne t'aidera pas à devenir un meilleur être humain, mais... Non, mais clairement, au quotidien, si tu arrives à retenir ce genre de technique, après tu vas avoir un nombre de phrases incalculables en toi. Mais ça s'appelle une table des matières, tu peux le faire sur plein de choses, sur des nombres utiles. Moi je sais par exemple, le jour où c'est tout bête, mais quand tu apprends par cœur ton numéro de SIRET et ton numéro IBAN de RIB, tu gagnes du temps sur ton ordi quand tu réponds à des mails.
Donc c'est des exemples tout bêtes, mais on peut le faire avec des quantités infinies. Moi, dans le numéro que je fais dans la conférence, je prétends, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas dans la démonstration que je te fais, c'est forcément vrai, avoir appris un annuaire par cœur, bien entendu l'annuaire de l'Isère. Donc c'est une démonstration que je te fais, ça interpelle les gens, et derrière je leur explique grâce à quelle méthode on pourrait faire ça si vraiment on devait apprendre un annuaire par cœur. Voilà un petit peu l'idée sur la mémoire. Donc tu l'as appris cet annuaire ou pas? Peut-être, peut-être pas. J'en reviens à mon équilibre sur le mentalisme. Peut-être que peut-être que j'en connais une très grosse partie, peut-être que j'en connais aucune partie qui a quelque chose de truqué. Mais en tout cas, quand tu vois le numéro que tu as d'ailleurs vu quelques fois, puisque c'est dans mon set de spectacle, effectivement, les gens ouvrent l'annuaire à n'importe quelle page, me donnent le numéro de page et je suis capable de leur réciter les noms, les prénoms, les adresses et le numéro de téléphone. Chaque fois que je le vois, je pense avoir une idée de comment tu as pu avoir un indice sur le résultat, mais finalement, c'est jamais ça. Merci beaucoup. C'est assez incroyable pour les personnes qui ont déjà vu. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas encore vu en œuvre, hein, c'est assez impressionnant. On a parlé des neurosciences, on a parlé de neurosciences appliquées, pardon. On a parlé de la mémoire, on a parlé également de la PNL. Il y a d'autres choses que tu abordes dans ta conférence? C'est les 3 piliers essentiels. La neuroscience, elle a vraiment valeur d'ouverture. C'est un sujet tellement vaste, les neurosciences, et tellement compliqué. C'est pas un domaine que je maîtrise. Enfin, c'est un domaine à part entière. Donc, j'ai pas la prétention d'être neuroscientifique ou d'avoir une quantité de bagages illimitée. J'ai pris effectivement les sujets qui m'intéressaient, qui avaient un lien avec ma conférence. Et l'intro d'ailleurs de la conférence est la suivante. Tiens, on va faire. Ah, je crois qu'on ne peut pas se mettre debout. Si, Johan peut-être. En fait, si moi c'est pas sympa ça. C'est pas sympa ça. Pour ceux qui ne comprennent pas la blague, moi tout à l'heure on m'a dit ne te lève pas, tu sors du cadre. Mais avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur. On va le faire entre nous. Mets-toi debout. Je me mets debout. Johan, on me voit, c'est bon. Ah, Karine qui fait la cadreuse. Johan, est-ce que tu penses être capable, en étant debout, comme tu es là, de toucher la pointe de tes pieds avec tes mains? Est-ce que tu penses en être capable? Je pense que j'en étais capable, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. Ok, tu peux te rasseoir. Alors c'est très intéressant parce que la réaction que tu viens d'avoir, c'est la réaction de 70 à 90% de mes auditoires. Pareil, hein, c'est toujours statistique sur l'appli, donc je sais exactement. Donc c'est la réaction que je voulais que tu aies et c'est super. Donc pour remémorer, reste là Karim parce que je vais me lever, ça ne te dérange pas. La réaction que tu as eue, donc tu t'es mis debout, je t'ai demandé si tu étais capable de toucher la pointe de tes pieds avec tes mains, tu m'as dit non. Très probablement parce que tu n'imagines pas être assez souple pour faire ça. Plus être assez souple. Plus être assez souple. En revanche, tu as bien, je t'ai demandé si tu pensais en étant debout pouvoir toucher la pointe de tes pieds avec tes mains. Mais je t'ai jamais dit de garder les jambes tendues. Donc ça veut dire que tu aurais pu faire ça, c'est pas drôle. Tu aurais pu faire ça, etc. Tu aurais pu faire ça pour les plus imaginatifs. Donc si tu veux, c'est un bel exemple, tout à l'heure on parlait de croyances limitantes, de croyances que tu t'es mis toi. Je ne t'ai jamais demandé d'être souple et pourtant toi tu t'es mis la barrière qui dit que je ne suis pas capable de faire ça. Donc tu sais, tout à l'heure je te parlais de cette mécanique où je dis aux gens vous allez retenir les 10 premières décimales de pi et les gens me disent non, impossible. Là c'est le bon exemple. Donc là ce que tu viens de voir c'est exactement le sujet neuroscientifique qui ouvre ma conf en disant voilà de quoi on arrive à se persuader quand on n'a pas un cerveau qui est entraîné, qui est éduqué entre guillemets à toutes les méthodes de PNL, etc., etc. Et une fois que je fais ça, j'explique donc le fil conducteur de ma conf, qui est la phrase suivante. Pour résoudre un problème, le cerveau humain commence par réfléchir à ce qu'il ne sait pas faire. Je répète, pour résoudre un problème, le cerveau humain commence à réfléchir à ce qu'il ne sait pas faire. Et ça, c'est un petit peu le fil conducteur de ma conf, parce que finalement, on se rend compte que l'intérêt d'apprendre à mieux se servir de son cerveau, c'est d'éviter d'être piégé par lui-même. Il vous piège. Ça s'explique sur plein de choses, mais le détail est finalement peu intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie opérationnelle. Et donc, ça me permet aussi de raconter l'histoire suivante que j'imagine de nombreuses personnes connaissent. Peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Je vais te poser cette question qui est un peu étrange. Je commence à pas aimer que tu me poses des questions. Johan, non, je vais la poser à Karine. On avait dit qu'on ne ferait pas participer Karine, mais je vais la faire participer. Karine, est-ce que tu sais comment on attache un éléphant? On n'attache pas un éléphant. D'accord, ok. Bon, effectivement, tu t'es jamais posé la question. Je crois que personne. Bon. En fait, si je te pose cette question, c'est que vous le savez peut-être pas, mais attacher un éléphant, c'est compliqué parce que pour des animaux aussi forts et aussi massifs,
il y a deux problématiques. Soit effectivement il se libère et du coup ça n'a aucun intérêt, soit inversement, il a tellement de force, si la tâche en elle-même est tout aussi forte, l'animal va se blesser. Et en général, quand tu as un animal en captivité, le but c'est quand même qu'il ne se blesse pas et qu'il ne s'échappe pas. Donc l'être humain qui apprivoise des éléphants depuis la nuit des temps, il a mis au point cette technique qui est plus psychologique que physique. Quand l'éléphanteau est petit, quand c'est un tout petit animal, il est attaché avec une cordelette qui n'est pas plus épaisse que mon petit doigt. D'accord. Donc à cet âge-là, l'animal il est ni assez fort ni assez puissant pour se libérer, ni assez fort ni assez puissant pour se faire mal. Donc super, il est attaché. Par contre, il va grandir. Un animal adulte, un éléphant mâle, ça fait 6-7 tonnes. T'imagines la force que ça décuple. Et en fait, il va grandir avec l'idée que cette cordelette, elle est incassable. Finalement, il a essayé quand il était petit, il a essayé de se barrer, il n'y est pas arrivé, etc. Donc, il a grandi avec l'idée que cette cordelette, elle soit incassable. Et tu peux te rendre compte, tu tapes éléphant attaché sur Google, tu retrouves plein de petits visuels de ça, où tu as des animaux de 3-4 mètres, non peut-être pas 4 mètres, je sais plus, mais bon, des animaux hyper massifs qui sont attachés juste avec une toute petite cordelette, simplement parce qu'ils ont appris et grandi avec l'idée que cette cordelette, elle était incassable. Et dans la plupart des cas, cette cordelette, elle est même reliée à rien. C'est-à-dire que c'est la vision de la cordelette qui lui fait croire qu'elle est attachée. Il y a une superbe image comme ça qui est qui est dans ma conf, mais qui est aussi libre d'accès sur Google. C'est une mule, un cheval, un âne, je ne sais pas exactement, qui est attaché à une chaise en plastique, une chaise de bar. Et effectivement, lui, il est persuadé d'être attaché alors que la chaise, elle doit peser 200 grammes. Et c'est exactement ce qui décrit ça. Et c'est un vrai exemple de ce qu'est une croyance limitante. Ça rejoint exactement l'exemple que tu as fait tout à l'heure quand tu pensais être incapable de toucher ton pied. Donc c'est la base d'ouverture du sujet de ma conf. D'accord, ça me rappelle un vague souvenir de philosophie. C'est pas l'allégorie de la caverne, quelque chose comme Bravo. ça. Et t'as vu? Quel homme On se cultivé. souvient bien. Quel homme cultivé. Ouais, Raconte-nous. Ah non. C'est Socrate? Je suis pas sûr. Non, c'est pas Socrate. C'est pas Platon. Platon, c'est ça. Oui, d'accord. Ça se En régie, grosse connerie. Karine, est-ce qu'on peut vérifier s'il vous plaît? et recommencer le live si jamais on raconte des conneries aux gens? C'est joué Star, très bien. D'accord. Karine, Ok. c'est l'homme. Oui, c'est ça, c'est qu'au fond de la caverne, c'était les hommes des. C'est ça? Moi, je vais dire une connerie, vas-y, je t'en prie. On va dire une grosse connerie là. Alors, on avait élaboré un plan là-dessus. On vous parlera de l'allégorie de la caverne en fin d'interview. Si jamais c'est pas le cas, c'est que Karine a oublié de nous y faire penser. C'est ça. Ok, bon, super. Ça y est, on a perdu le fil, c'est n'importe quoi pour l'allégorie de la caverne. On reviendra dessus, pas de souci. Super. Les neurosciences, la mémoire, la programmation neurolinguistique. Superbe interactivité. Aujourd'hui, comment en entreprise tu arrives à assimiler ça à de la qualité de vie au travail? Quelle forme tu peux. Parce que c'est uniquement une conférence, est-ce que tu peux faire ça sous forme de petits ateliers? Alors, aujourd'hui, donc la conférence qui s'appelle Comportemental, avec le petit jeu de mots sur mental, pour ceux qui ont remarqué la recherche dans la charte graphique et dans la couleur du logo de la conf, elle se joue depuis janvier 2017. Et elle a été aujourd'hui déclinée en 3 formats. Donc il y a effectivement la conf dite traditionnelle qui dure 1h30 en salle avec derrière les questions-réponses, l'interactivité du smartphone, etc., etc. Elle a été déclinée en format court de 40 minutes. Au lieu d'aborder les 2 thèmes, on en choisit un et finalement on fait une conf un peu plus courte. Et elle a été déclinée effectivement en format plus long dans lequel on a 1h30 de conférence et derrière des ateliers. C'est-à-dire qu'on écoute une conférence, on voit des exemples, on participe à ces exemples et derrière on est mis à l'épreuve par binôme sur des exercices de PNL qui vont nous faire appliquer ce qu'on vient de voir. Donc bien entendu, c'est beaucoup plus ludique dans le sens où on met en pratique ce qu'on vient de voir. Et en plus de ça, ça en facilite la rétention, puisque si tu appliques ce que tu viens d'apprendre, tu sais, quand on était à l'école, on nous disait si ce soir vous répétez votre leçon, vous l'ancrez mieux dans votre cerveau pour la retenir. C'est vrai. Donc voilà un petit peu l'utilité. Et elle sera déclinée, elle est déclinée, mais elle sera déployée sous forme de déclinaison sur des formations individuelles, sur des formations de groupe, donc sur des interventions en entreprise. Un peu moins conférences en grande pompe, mais plus formation sur des petits comités. D'accord. Ah, je crois qu'il est l'heure de se réveiller, Kevin. C'est la pilule. Non, c'est les 40 minutes. Super. Ça fait 40 minutes qu'on est en ligne. Ouais, c'est génial.
Bah moi je me sens bien en tout cas. Je suis pas On est trop bien, mais, on est bien, on a un verre d'eau. Là, les gens, faites-moi plaisir pour ces gens quand on finit, faites-leur voir ce qu'on a comme. Parce que là, c'est très beau, mais vraiment, on est bien. On fera un petit tour de cadre. On fera un panorama après la truc de la caverne. Après l'allégorie de la caverne. Tu dis Platon. Ah Platon, bien, bravo. T'as des références quand même. Ouais, j'ai connu Platon. Ok, donc effectivement, donc ce format d'entreprise peut se dérouler sous forme de petits groupes, de Tout à fait. grands groupes, ou alors plein de petits groupes à la suite à cumuler peut-être avec une autre activité. Tu nous as pas parlé, je crois que tu as un team building, c'est ça? Bravo. Alors, ça n'a pas de lien précis, aussi précis que la conférence. Effectivement, la conférence prend un sujet, on va très loin là-dedans. Le team building, que j'ai appelé le défi du mentaliste, donc là pour le coup c'est une créa, c'est un univers que j'ai vraiment imaginé. L'idée c'est de prendre les salariés, les fournisseurs, enfin bref, tous ceux qui sont présents sur l'événement et qui souhaitent y participer, soit de les faire participer de manière individuelle, soit par équipe, à des défis qui sont lancés. Donc ça se matérialise par des stands physiques. Okay. Donc c'est matérialisé par des grands panneaux qui font 200 par 100, enfin 2 mètres par 1 mètre, et sur lesquels on va avoir des défis par thème. Donc il y a 5 thèmes aujourd'hui, dont un sur la communication, un sur la mémoire, un sur la résolution d'énigmes, l'autre sur la résolution de problèmes, et un dernier sur une enquête. D'accord. Donc l'idée c'est que soit par groupe, soit individuellement, les gens vont changer de stand, s'affronter sur chaque stand. Donc on a un résultat par équipe ou un résultat individuel qui donne une note globale. Et ensuite on fait la finale. C'est par expérience avec le recul, c'est le meilleur moment. Il y a 1 an et demi aujourd'hui le team building. Il est de mars 2019, c'est ça, ouais, donc il a un peu plus un peu moins d'1 an et demi. Et le recul, on voit que sur la finale, c'est là où c'est le plus parlant, puisque chaque équipe va choisir par thème, donc sur la mémoire, sur la PNL, enfin sur la communication du moins, sur l'énigme, etc., un participant qui va venir affronter les autres, et donc on a une personne par équipe sur une table qui vient mener la finale. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment du jeu, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est vraiment des exercices qui sont simples. Le but, c'est que ça reste vraiment, vraiment ludique, c'est un team building, hein, c'est justement, il faut faire la distinction avec la conférence où il y a vraiment un contenu qui est lourd, hein, au sens propre, qui est complet, et le team building où c'est plus léger, mais en tout cas l'idée c'est de dire, et j'imagine que c'est le discours que vous avez tenu Céline mardi, c'est de dire les gens s'amusent, c'est le but, c'est le but de l'opération. Par contre, s'ils peuvent s'amuser en apprenant des choses, ou s'ils peuvent s'amuser sur un sujet qui est sérieux, l'objectif est encore plus rempli. C'est ça. Donc c'est quand même très rare aujourd'hui de pouvoir se divertir ou de pouvoir jouer sans nous rendre plus bêtes que ce qu'on était avant. Donc de pouvoir le faire sur des thèmes qui sont sérieux, je trouve que l'objectif est top, les gens s'amusent, ils apprennent des choses et le résultat est sympa. C'est ça, puis si tu arrives, tu couples un petit peu de jeu de team building, vraiment c'est que du divertissement avec cette notion un peu d'apprentissage au niveau de ta conférence, c'est juste top quoi, parce que derrière tu vas te mettre en groupe dans une équipe, ils vont avoir plein de petites astuces, plein de petites techniques pour travailler ensemble. C'est aussi l'objectif et c'est pour ça que je préfère le faire par équipe et d'ailleurs je crois que je l'ai systématiquement fait par équipe, hein, c'est le client qui choisit mais je crois que systématiquement ça a été fait par équipe et effectivement ça révèle aussi plein de choses, ça révèle la compétitivité, il y a plein de choses qui ressortent de ces situations que je n'avais pas imaginé moi quand j'ai créé ce format et qui émanent par elles-mêmes et c'est sympa. Super. On n'a pas parlé de ton palmarès quand même, tu pourrais. Malheureux. Bon, alors. Mon palmarès artistique, puisque tout à l'heure on a parlé de parcours scolaire, donc j'ai mené, oui c'est loin, mais oui, j'ai mené ces dernières années 2 grosses compétitions, j'ai fait d'autres plus petites compétitions, mais en tout cas il y a deux grosses compétitions qui m'ont permis de me faire remarquer. La première c'est les championnats du monde des arts du spectacle, le World Championships of Performing Arts, WCOPA, qui se déroule à Hollywood chaque année. Donc j'y ai participé en 2018, soutenu par mes sponsors et partenaires Event Concept, qui sont là aujourd'hui bien sûr, où j'ai brillé avec une médaille d'or au championnat du monde. Et l'année d'après, c'est-à-dire en 2019, en avril 2019, je me suis présenté au Nostradamus, qui est le championnat européen de mentalisme, où j'ai été finaliste, 2e place, donc Nostradamus d'argent, juste après un couple d'Autrichiens qui s'appellent Anka et Luca, qui sont formidables. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, ils sont, en plus d'être hyper sympas, très, très performants. Donc 2e place au championnat européen, en 2019. Félicitations, je te l'ai déjà assez dit. Mais bon, merci beaucoup. Et cette année, j'ai eu le confinement d'or. J'ai eu D'ailleurs, ça s'est bien passé pour le toi Covid de diamant. Oui, c'est le confinement quoi, avec tout
avec tout ce que ça a apporté, mais en tout cas ça a apporté de la créativité et il y a effectivement des formats qui vont paraître en septembre, qui ont été imaginés pendant ce confinement, qui ont été imaginés grâce à des échanges avec des gens brillants sur une terrasse de café. Voilà. C'est important. Donc c'est la seule, on va pas débattre du Covid et du confinement, mais en tout cas je pense et j'espère que pour la plupart des gens ça a été une bouffée de créativité, de création de nouvelles choses, etc. Et ça a donné un recul qu'on n'aurait pas pu avoir parce qu'on est tous la tête dans le guidon. C'est clair. Et ça a fait un petit pas en arrière qui a bien aidé. C'est ça, c'est important. L'idée, c'est sûr qu'à terme, ça va être de combiner à la fois ta conférence, le mêler peut-être avec un serious play, et puis le matin pour se mettre, ou après manger carrément, dans une bonne énergie, une petite séance de Qigong comme on l'a vu hier avec Cédric. Démonstration. Tu peux regarder le live d'hier si tu veux. Ah non, on ne voit pas dessus, j'étais derrière. Mais bon, il y a Cédric qui le fait très bien. Hein, on va... Chacun son métier. J'irai voir. Petite question, Kevin. Il y a beaucoup de personnes, encore, je trouve, qui font l'amalgame entre mentalisme et hypnose. Oui, N'est-ce pas? c'est très bien que tu le dises. Ça porte une mention importante sur mon site pour pas que les gens confondent. Alors bien sûr, j'ai rien contre l'hypnose. J'adore ça. J'ai étudié, j'ai un petit peu pratiqué. Donc c'est pas un refus épidermique de l'hypnose. C'est que il y a une notion importante en mentalisme qu'on ne retrouve pas en hypnose. C'est qu'en mentalisme, personne n'est dans une situation embarrassante. Alors, je parle bien sûr que d'hypnose de spectacle. Pardon, j'ai oublié de faire ce distinguo. Je parle pas de. J'ai vraiment dit distinguo là? Ça existe? J'ai dit distinguo. Distingo. Je vois du direct. C'est des Faut, mots vra- qui arrivent, faut ça. vraiment. Grave. Faut différencier les deux, puisque dans l'hypnose de spectacle, ça se résume à choisir des gens, à les mettre en état hypnotique, à leur faire des choses qu'ils ne pensaient pas vouloir faire ou être capable de faire dans du monde. Et généralement, c'est ça qui crée le divertissement, c'est qu'on va se divertir de quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas son comportement, qui est dans un état de conscience différent que d'habitude. En mentalisme, il n'y a pas du tout cette notion-là. Au contraire, on fait faire des miracles aux gens. Tout à l'heure, je parlais d'expériences de mémoire. Il y a aussi des expériences qui sont dédiées à l'intuition des gens, à deviner des choses, à interpréter des choses. Donc, au contraire, avec le mentalisme, on va faire des miracles aux gens. Et souvent, et c'est le fait de travailler quasiment intégralement en entreprise, souvent les gens me disent, alors oui, mais par contre le mentalisme, on n'a pas envie d'être dans une position délicate, on n'a pas envie que nos collègues se moquent de nous, etc. Donc c'est pour ça que j'ai précisé ça, à ne pas confondre avec l'hypnose. Il y a plein de bases communes, il y a beaucoup de bases communes aux deux, et d'ailleurs la PNL a aussi énormément apporté à l'hypnose ericksonienne, mais il faut bien les différencier, c'est deux arts du spectacle qui sont totalement différents. D'accord. C'est bien de le souligner. Super. Merci beaucoup, Kevin. Bien, merci à vous. Tu as autre chose à rajouter peut-être? Bonjour à quelqu'un. Bisous. Bisous. J'ai vu quelqu'un dire ça, j'aime bien. La question elle est vite répondue. La question est vite répondue. Voilà. S'il nous regarde, malheur il nous regarde, il a place offerte à toutes mes confs jusqu'à que je puisse me payer un Range Rover noir. Jusqu'à que je puisse me payer ce genre de véhicule opium. Merci beaucoup, Kevin. Merci C'était tout le monde. vraiment un plaisir, je me suis régalé. Merci à toi. J'espère vous avoir transmis aussi ma passion pour le mentalisme, pour la programmation neurolinguistique et tout le reste. Bon, j'aimerais approfondir par le futur, c'est sûr. Mais merci beaucoup d'être venu. On te retrouve donc à la rentrée avec plein de nouvelles offres qui vont être axées qualité de vie au travail et qui vont permettre justement d'améliorer tout ce qu'on a dit en début de live, donc notamment améliorer les process de communication, la manière de communiquer du moins en entreprise, améliorer la mémorisation. Alors déjà s'améliorer soi-même, hein. Je te le disais, c'est vraiment l'axe premier, c'est d'améliorer son rapport à soi. Exactement. Donc je te remercie énormément et puis écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. On se retrouve demain, on ne sera pas en direct mais avec une très belle surprise autour de process de communication en entreprise. Vous allez voir, c'est un sujet qui est assez intéressant, qui peut paraître pour l'instant assez abstrait. Je vous laisse aller regarder le titre par vous-même et je vous souhaite une belle soirée à tous. À très vite.